Au poste de combat stratégique, au poste de combat stratégique. Azimut actuel de la vision. On relancera le bâtiment des 7 -5 +5 jusqu'à 38 mètres sur l'étanchéité. On a réglé la machine avant 3 à 8 nœuds. Relève périscope. Premier missile parti. Nous poursuivons la séquence. Waouh! Et si tout ça n'était que du cinéma? Un sous-marin, la bombe atomique, le message codé du président, le bouton rouge, etc. Et si la dissuasion nucléaire, au fond, n'était que de la fiction? Faire semblant, pour faire peur. Alors nous sommes allés voir les 110 acteurs de ce scénario hollywoodien à la française. Ils nous ont ouvert les portes de leur sous-marin, le Terrible. Tu fais balancer la ligne d'arbre en marche avant. Bien. Balancer la ligne d'arbre en marche avant. Balancer la ligne d'arbre en marche avant. Pierre joue l'un des rôles principaux de la dissuasion. Soulo, c'est lui le responsable des missiles stratégiques. Enfin, pour faire court, c'est Monsieur Bombe Atomique. Le dernier moment avant de plonger, c'est un des meilleurs moments du sous-marinier. Il rentre dans son univers en 3 dimensions, il sait qu'il va y trouver sa liberté. Ça c'est pas la dernière cigarette, c'est la dernière bouffée d'oxygène. Ça dépend des gens. La dernière cigarette est excellente. Et tu mets la machine arrière 2, Pierre? Machine arrière 2. Machine arrière. Sous le bonnet du commandant Bertrand Dumoulin, 26 000 heures de plongée. C'est-à-dire 3 ans et demi de sa vie passée sous l'eau. Aujourd'hui, le commandant sort à nouveau le monstre de 130 mètres de long de la rade de Brest. Ce qui est sympathique pour nous qui aimons la mer, c'est qu'on laisse la terre derrière nous et qu'on va dans notre élément. Mais on a encore un peu de transit sur le plateau continental, puisque le sous-marin a besoin d'une hauteur d'eau suffisante pour plonger et pour se diluer dans l'océan. Les 110 hommes du Terrible sont par définition des extraterrestres. Loin de la Terre pendant 2 mois et demi, ils se cachent quelque part dans l'océan, sans jamais remonter. Coupés du monde. Donc on est plein arrière plongée, vitesse lock, ligne 1, on a le périscope publicité du central et on a les barres de plongée qui sont en mode manuel. Ok, pour le chef de quart, tu donnes l'alerte, tu viens à 23 mètres et tu balanceras le bâtiment en assiette -5 +5 jusqu'à 38 mètres en 3 fois avec à l'issue du premier balancement un THS à l'immersion périscopique. 40 secondes. Bien sur 23 mètres. On est sur 23 mètres. 30 mètres. On descend pour 45. 70 mètres à 7,8. Reçu, 70 mètres à 7,8. On revient à 70 mètres, on prendra -8 de l'assiette sur l'étanchéité. On fait de ressort de 70 mètres en faisant des petits mouvements. Vous êtes complètement à l'aveugle. Complètement à l'aveugle, ouais. C'est mes collègues du CO qui émettent en cas de problème. Sinon, c'est tout au feeling. Car les yeux du sous-marin, ce sont ses oreilles. Elles écoutent et calculent les bruits dans les profondeurs pour guider le commandant. Azimut actuel de la vision. La vision actuellement 0,6. 0, on a une SCOLI confiance moyenne à 12 000 mètres, on vous envoie le réfléchir. Chaque sous-marin possède même une oreille d'or, un spécialiste de l'écoute sous l'eau. Mais on y reviendra plus tard. En attendant, voici pourquoi ils sont en mer. 16 demoiselles, coiffées chacune de 6 têtes nucléaires. L'équivalent de 1000 fois Hiroshima. Elles sont prêtes à frapper jusqu'à 9000 km de distance, quand le président de la République le décidera. Vous voyez que derrière cette petite porte étanche, eh bien, vous avez un missile de 50 tonnes. C'est en fait une fusée qui propulse une charge nucléaire. Et c'est assez impressionnant car quand on regarde de haut en bas, eh bien, on s'aperçoit que le missile occupe toute la hauteur du sous-marin qui a été construit autour de ces missiles avec une hauteur de 12 mètres. Puisque le commandant parle de chiffres, profitons-en. Le sous-marin pèse 14 000 tonnes, 2 fois le poids de la tour Eiffel.
Un bijou de 2 milliards d'euros. Très bien, impeccable. Continuez à bien frotter. 75 000 machines à bord et la cabine du commandant. Alors là, vous arrivez dans ma chambre, hein, qui est à la fois mon bureau, vous voyez, avec mon ordinateur, avec à l'intérieur la position. La position de... La position du sous-marin, puisque je suis un des seuls à bord à la connaître, puisque vous imaginez bien qu'elle est très protégée et très secrète. C'est un des secrets bien gardés de notre pays. Même les 3 enfants du commandant ne savent pas où il se trouve. Mais ils ont bien compris son travail et ce que signifie la dissuasion nucléaire. Mon dernier fils, qui a 5 ans, m'a dit « Mais papa, à quoi ça sert tous ces gros missiles ?» Je lui ai répondu « C'est comme dans la rue, quelqu'un qui se promène avec son portefeuille. Si c'est un gros costaud, eh ben, il ne va pas se faire voler son portefeuille. Si c'est un petit gringalet, eh ben, il a plus de chances de se faire voler son portefeuille. » Je lui ai expliqué ça et il m'a répondu « Eh ben, toi, papa, t'es un gros costaud. » Eh ben, je pense que le message est... À 300 mètres sous l'eau, le seul repère visuel se lit dans l'aquarium. Là, on plonge apparemment. Car les seuls hublots à bord servent à laver le linge. Le sous-marin a beau faire un terrain de foot et demi de longueur, les sous-mariniers partagent 300 mètres carrés habitables pour 110 hommes. Dans les chambres, ce n'est pas la croisière s'amuse, mais il fut un temps où les marins se relayaient pour dormir dans la même bannette, une pour 2. On appelait ça la bannette chaude. Aujourd'hui, chacun son lit. Voilà, les bannettes font à peu près 1m90. Hein. C'est sûr qu'il vaut mieux être petit. Hein, On est quand même plus à l'aise, quoi. Ouais. Mais on devient tout de suite moins à l'aise et un peu claustrophobe quand un feu se déclenche. Et les gars, ça commence à chauffer là, il y a des flammes ici. Là. Allez, ça chauffe. Visibilité sur zone 4 mètres, température 60 degrés. Les pompiers lourds sont envoyés en première ligne. 15 kilos de matériel et d'oxygène sur le dos, mais conçu sur mesure, ça passe tout juste. Commandant, je réduis étant donné qu'on a... Même le commandant doit s'équiper. C'est mieux pour respirer, mais pas l'idéal pour communiquer. Le DDI de DDL, je voudrais que vous répétiez la dernière. Notre mission nous impose d'être discret, donc si on intervient très rapidement sur le sinistre, eh bien on n'aura pas besoin de remonter pour ventiler l'air, etc. Et on pourra rester en plongée et poursuivre notre mission. À bord, un sous-marinier semble bien supporter la fumée et garde son calme. Alors, combien de pompiers là? 1, 2, 3, 4, 5. On s'organise, pas de précipitation, on s'organise. Son jeu préféré, élaborer les pires scénarios. Vous avez encore piégé là, hein? Ouais, je crois. Non, mais c'est sur les premiers exercices, il faut retrouver ses réflexes. Ça pique doucement, les gars, là. Ça commence à piquer, il y a de la fumée partout, là. Les gaz, là, ça pique. Faites ce que vous voulez, mais ça pique. Le sous-marin est équipé d'un réseau d'oxygène. Il y a des branchements un peu partout. Encore faut-il les trouver. Entre deux enjambées. Il en apnée là? Oui, entre deux prises, en fait, il est obligé de faire une apnée. Donc je lui demande régulièrement de se brancher parce que dans la vraie vie, avec le stress, il ne pourrait pas faire forcément des grands bonds comme ça. Et comme il est tout seul, si ça succède, il tombe. Et personne ne le sait. Vers la cellule de réflexion. Après le feu, l'autre phobie du sous-marinier, devinez, c'est l'eau. À 300 mètres de profondeur, la pression est telle qu'une fissure dans la coque de la taille d'un trou d'aiguille projette l'équivalent d'une lance à incendie.
Bon bah c'est bon, la fuite dans le compartiment est isolée, impeccable. On a réussi à trouver l'étanchéité du compartiment, donc un succès. Bon, rien de grave. C'est simplement l'équipage B du Terrible qui s'entraîne à terre, aux fuites et aux voies d'eau. Car chaque sous-marin possède 2 équipages. Pendant que les uns sont en mer, les autres ne sont pas en vacances. Il y a du boulot toute l'année. La France compte 4 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins comme le Terrible. Il y en a toujours un sous l'eau, 24 heures sur 24. Les autres sont en maintenance à Brest. Être à terre n'empêche pas de naviguer. Bon, la mer et la houle sont fausses, mais ils ont reconstitué l'intérieur d'un sous-marin pour se préparer à tous les cas de figure. C'est bon pour aujourd'hui, les gars. Et même au pire des scénarios. Imaginez, un sous-marin coule et se retrouve au fond de l'eau. Un par un, et 5 mètres par seconde, l'équipage peut évacuer. Cette solution extrême fonctionne jusqu'à 180 mètres de fond. Bon, et là, vous vous sentez comment, là, après une expérience comme ça? On a besoin de reprendre l'air. Et l'idée, c'est d'attendre les secours, là, en gros? Comment? L'idée, c'est quoi, d'attendre les secours? L'idée, c'est d'attendre les secours et de se protéger de l'hypothermie, surtout. On peut vous voir pour vous poser une petite question en voyant votre visage? Voilà. Là, vous êtes dans quel état, si vous étiez remonté de 150 mètres, 180 mètres? Eh bien, je l'ai jamais fait en réel, mais j'imagine que je pense que j'aurai les tympans dans un mauvais état, vu que la pression est assez importante à l'équilibrage. Et j'espère vivant et conscient. Bref, il faut donc quand même une bonne condition physique pour être sous-marinier. Allez, salut. Oh, pas besoin d'être un athlète ou un super-héros pour travailler sous l'eau. 43, 44, 45, 46, 47, 48... Simplement faire un peu de sport à terre, pour éviter les kilos à la mer. La dernière. Car un marin piétine en moyenne seulement 1 km par jour dans le sous-marin. 3. Et toi les jambes. 4. 5. Bon, dites-moi, il paraît qu'on prend quelques kilos en patrouille. C'est vrai ou c'est une légende? Il y a un petit jeu entre sous-mariniers, ça s'appelle la pesée du gros. Et on élit le cochon d'or à la fin de la patrouille. Ah bon? Ouais, donc en général, c'est le gars qui prend le plus de kilos. Donc, on a déjà vu des patrouilles avec un mec en 60 jours prendre 15-16 kilos. Hein. Les kilos en trop, c'est de la faute du cuistot. Pour 2 mois et demi de patrouille, Alban doit jongler avec 20 tonnes de vivres dans ses réserves. Hop. Et 12 de lait. Les produits frais sont avalés en 30 jours. Après 30 jours, on se concentre... on arrive à se débrouiller avec tout ce qui est congelé et conserve. Mais les congelés sont de bonne qualité, donc la transition n'est pas trop difficile. Pareil qu'on mange bien dans la marine, c'est vrai ça? En tant que cuisinier, je vais pas vous dire quoi faire, mais oui. C'est pas qu'une fable, voilà. Après un CAP cuisinier, puis l'école des sous-officiers, Alban a commencé par les bâtiments de surface. Et là-haut, il y a plus de place. Quand il n'y a plus de place, on la met dans la soupe de torpille. C'est ça. On met des bâches, et le reste du frais qu'on n'a pas pu mettre dans la plus 4, on le met ici. Donc pommes de terre, carottes, lait, crème, toutes les places sont bonnes à prendre en sous-marin. Aujourd'hui, c'est dimanche. Menu amélioré. Donc en entrée, le menu, ça va être crottin de chavignol avec une vinaigrette au miel. Et ensuite, un pavé de rhum steak avec sa sauce foie gras. C'est tomates confites. C'est haricots verts sautés. Midi et soir, c'est la guerre en cuisine. 220 repas par jour. Préparés dans 8 mètres carrés. Même en tant que cuisinier, vous avez l'impression de participer à la dissuasion nucléaire? Ah bah oui, pour garder le... Pour le moral, c'est important. C'est bon, grossièrement, on peut dire qu'on est dans une boîte de conserve. Donc pour faire oublier ce détail, chacun à bord
a beaucoup de boulot. Mais c'est vrai que la pause pour les repas, ça permet que les gens soufflent un peu et pensent à autre chose. C'est un poste stratégique, quoi. On peut voir ça comme ça, ouais. Et même sous l'eau, le sous-marinier pense à l'environnement aquatique. Les cartons sont compactés et gardés, les déchets biodégradables éjectés au fond de l'océan. Pour la consommation d'eau dans ce milieu fermé, c'est pas sorcier. C'est le boulot de cet ingénieur à bord. Dites-moi, vous l'avez à l'eau de mer? Ah non, non, absolument pas. Non. Effectivement, c'est de l'eau qui est prise dans la mer, qu'on distille, et ensuite on la reminéralise pour en faire de l'eau potable, comme vous l'avez à la maison. Exactement pareil. Donc, vous voyez, pour me doucher, pour boire, laver mon linge, etc. Et vous faites comment pour l'oxygène? Grâce à 2 usines qui produisent de l'oxygène, à partir de l'eau, donc à partir d'une molécule d'eau qui est H2O. Et dans cette molécule d'eau, on garde le O, l'oxygène, qu'on rejette dans le bord et qu'on utilise. On demande à évacuer le blessé vers la zone Bravo et on demande à l'équipe médicale de rallier. Un sous-marinier s'est cassé une jambe. Au niveau du pied, là. Tu veux bien que je te touche? Oui. D'accord. Le médecin du bord est bien embêté. Ok, donc on a un bon pouls. On va organiser le transfert vers l'infirmerie. Et oui, car l'infirmerie est à l'autre bout du bateau. Tiens, Alban. Qu'est-ce que vous faites là, Alban? Je fais partie de l'équipe médicale. Donc je suis brancardier aussi. Il n'y a pas des trucs sur le feu, là? Il y a l'adjoint qui est resté en cuisine pour surveiller. Puis on a enlevé, on prend un peu de retard, mais il faut s'occuper du blessé. Les pieds à la tête, êtes-vous prêts? Prêts. Ouais. Attention pour lever. Lever. Elle est coincée sous ses fesses. En plus de son métier, chacun joue le rôle de pompier ou de brancardier à bord. Bien, avec moi. Lieutenant, ça va? Vous êtes avec nous? Le lieutenant de 90 kilos va bien. C'est un exercice. Le plus dur, c'est pour Alban. On enlève toutes les attaches. Pas ça. C'est rock'n'roll, Alban. C'est physique. En 40 ans de dissuasion nucléaire, 35 appendicites ont été opérés sous l'eau. Le blessé est installé à l'infirmerie. Le médecin et les infirmiers s'occupent de lui. Tout est fait pour éviter une évacuation en surface. Ouais. Et là, quel est le programme? Repos ou... Là, je retourne en cuisine. Ah, c'est parti. Chaud devant. On a faim. À l'étage, le carré des officiers mange exactement le même repas qu'en bas. C'est le nerf de la guerre quand même, la cuisine. Je veux dire, si on sait qu'on va mal manger, la patrouille, elle n'a pas envie d'y aller. Le commandant a quitté la table pour le centre opérationnel. Pierre, le missilier, est présent. Car le poste de radio vient de recevoir une transmission. Le commandant a alors mis tous ses talents d'acteur pour jouer un scénario qu'il espère n'arrivera jamais. Ouais, seconde réception d'un message flash avec le code présidentiel. Tu rappelles au poste de combat à l'équipage. Au poste de combat stratégique. Rendre compte de l'appel au poste de combat stratégique. Branle-bas de combat dans tout le sous-marin. Les 110 hommes sont tous mobilisés. C'est un moment sensible. Le terrible pourrait être attaqué quand il va tirer.
Ok, un bâtiment à la vue, commerce, porte-conteneurs. Pas de menace en surface. Ouais. PCN nous s'étire. C'est maintenant que Pierre, le responsable des missiles nucléaires, intervient. Console PCN au paré. Nous réveillons les missiles, on les a testés complètement, tout fonctionne pour l'envoyer à des milliers de kilomètres de là. Mais vous savez pas où. Mais on ne sait pas où. Personne ne connaît la cible. Pas même le commandant, ni le commandant en second. Qui se séparent, chacun à une extrémité du sous-marin pour rentrer les codes de déverrouillage nucléaire. J'ai cru comprendre qu'ils étaient parés en haut. Ouais, comment? Ouais, reçu. Donc t'es pareil? Je suis pareil. Ok, 3, 2, 1. Transfert. Top validation, décodage. Allez, commandant. C'est bon. Les missiles sont lancés? Non. Non, pas encore. Et non, le bouton rouge qui fait tout exploser, c'est un fantasme. C'est bien plus compliqué que ça. C'est maintenant à Pierre d'intervenir. Il va procéder au lancement sur son ordinateur. Pour des raisons stratégiques, nous n'avons pas pu filmer l'écran. Commandant, nous sommes parés à passer en phase lancement. Ok, vitesse conforme. Situation de plateforme conforme. Centrale parée pour le lancement. Premier missile parti. Nous poursuivons la séquence. Sous phase de tube 5. Un par un, calmement, Sous phase de tube 6. Pierre va lancer 16 missiles nucléaires. Sous phase de tube 14. Tout missile parti, commandant. Commandant, tir terminé. Nous avons isolé le circuit JD. Vous pouvez descendre en immersion. Ok, pour le chef de quart, hors exercice. C'est fini, là, Pierre? Quasiment. Bon, tout ça c'était du cinéma, mais peut-être qu'un jour Pierre devra vraiment procéder au lancement des bombes atomiques. Sans vouloir rentrer dans le débat, j'ai une mission à réaliser. J'ai une fonction à bord, je voudrais pas trahir la France, en tout cas pas la confiance que la France a mis dans cette fonction en moi. Donc, je me contente de bien faire mon métier. Donc pas d'hésitation du tout à ce moment-là? Pas d'hésitation. C'est un peu tabou de parler de dissuasion avec les sous-mariniers. C'est une prérogative politique qui appartient au président de la République. On ne sait pas ce qui va se passer dans 40 ans, on ne sait pas ce qui peut se passer dans 50 ans. Le 10 septembre, on ne savait pas ce qui allait se passer le 11. Alors certes, la dissuasion, elle ne fait pas tout, c'est-à-dire qu'elle ne traite pas toutes les menaces, elle ne traite pas une menace terroriste, etc. Elle s'adresse à un État. Mais moi, je ne sais pas aujourd'hui si peut-être dans 40, 50 ans, il n'y a pas un État qui menacera la France. Et donc on se doit d'être prêt pour justement que ce système fonctionne. C'est ce que je disais, montrer ses muscles pour ne pas avoir à s'en servir. Si ça arrive en vrai, ce moment-là, vous êtes prêt dans votre tête? Voilà, il n'y a pas de doute, quoi. Pour répondre clairement à votre question, oui, nous sommes prêts, oui, nous y sommes préparés, oui, nous avons réfléchi. Les hommes n'auront pas d'état d'âme, ils n'auront aucun état d'âme. Ils sont prêts à tout moment à répondre présent à l'ordre du président de la République, et je n'ai aucun état d'âme sur leur capacité à le réaliser. Après l'exercice, la vie continue à bord. Les plus motivés éliminent le repas de la cafétéria. D'autres se couchent dans leur bannette car il fait nuit. C'est la lumière rouge qui le dit. Mais il y a toujours du monde debout, dont cet homme. Vous ne verrez pas son visage. Son poste est stratégique. Il écoute les profondeurs, on le surnomme l'oreille d'or. Il nous a fait un petit blind test. Donc là, tous les cris, les sifflements aigus qu'on entend, c'est un dauphin. Tout ce qui est dauphin, cachalot, baleine, il y en a quasiment en permanence. Ça, c'est caractéristique des baleines. Donc là, tous les claquements comme ça, c'est caractéristique des crevettes. Pareil, il y en a assez régulièrement. Voilà, donc ça correspond à un gros bâtiment de commerce. Ce qu'on entend, le rythme, c'est la cavitation, c'est-à-dire le nombre de tours Lindbergh par minute. Chaque bateau, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a des hélices particulières.
Il a une propulsion, enfin des moteurs particuliers. Et grâce à ça, on peut obtenir son identité. Il n'y a pas de faculté particulière pour l'oreille d'or. Vous n'avez pas une oreille d'or, en gros. Non, j'ai pas une oreille d'or. Il n'y a pas de prédisposition particulière pour l'audio. C'est uniquement de l'entraînement régulier. Des oreilles d'or, il y en a dans tous les sous-marins. Le Terrible n'est donc pas à l'abri d'une oreille d'or étrangère. Des parties entières du bateau sont montées sur suspension pour éviter les vibrations sur la coque. Dans la zone arrière, au plus près de l'hélice, nous avons dû couper le son. Car personne ne connaît le bruit du sous-marin, c'est son identité. Elle doit rester secrète. C'est ici aussi que se trouve le moteur du Terrible. Une centrale nucléaire sous l'eau. Elle est capable d'alimenter en électricité une ville de 300 000 habitants. Grâce à elle, le sous-marin pourrait rester des années en immersion. Seule limite, les vivres et le moral des hommes. Comme Pierre, papa de 16 missiles et de 2 petites filles. J'ai de la chance parce que c'est une chambre, une place. Et il nous arrive de changer de temps en temps, voilà. Donc c'est un peu mon univers. J'ai dispatché mes photos perso. J'ai mon ordinateur. Et du travail encore, du travail même dans la chambre. Ah oui, hein, ça n'arrête pas. On fait 35 heures en 2 jours. J'ai mes livres, mes photos, mes albums, un peu de musique. C'est un iPhone? On n'a que le son parce que les ondes du téléphone, du GPS, de la radio ne passent pas sous l'eau. Il n'y a pas de contact. Voilà. Pendant 70 jours, Pierre ne peut pas appeler, ni même écrire à sa femme et ses 2 filles. Myriam et Agnès. C'est l'histoire du papa qui part sur le bateau. Papa va encore partir travailler sur son grand bateau. Très très loin et très longtemps. Et qu'est-ce qu'elle fait la maman? Elle pleure. De retour à la maison, la vie change sans papa. Plus de câlins qui piquent le soir. Oh, un jour maman revient avec un grand sourire de la boîte aux lettres. Le facteur a apporté une carte postale. Tu sais, nous papa, il ne pourra pas écrire de carte. Hein, parce qu'il n'est pas dans un bateau, il est dans un sous-marin. C'est un jour comme un autre. Allez, on y va. Avant de partir en mer, Pierre a laissé un message à sa fille de 2 ans. Bonjour Myriam, c'est papa. Papa, tu le vois sur l'image, mais en ce moment, papa, il est en mer. Il est sur son bateau. Il pense beaucoup à Myriam. Il lui fait des bisous. Voilà mes bébés. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. À bientôt Myriam, sois courageuse et sois bien sage avec maman. Encore. Oh là là, t'es une coquine, hein. Parce que pendant 2 mois, silence complet, vous savez pas du tout ce qu'il devient sous l'eau? Non, on sait pas du tout ce qu'il devient, on sait pas où est-ce qu'ils sont, on sait pas comment ils vont, on sait rien. La seule possibilité pour Marie-Lila est d'envoyer 1 fois par semaine un petit message à Pierre. Les marins appellent ça un family. Si on envoie un message à papa, mais il pourra pas nous répondre, hein, Myriam. Les transmissions sont très limitées pour garder la discrétion. Alors le message ne peut contenir que 40 mots. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. 40, ça y est? 40 mots? C'est 40 et pas 41. Hein. 40 et pas 41. On enlève des articles et on fait plus d'abréviations. J'aime bien qu'il y ait un peu des petites phrases parce que je trouve que c'est sympa. Au lieu de mettre « elle mange comme une grande », je mets « mange comme grande ». Au lieu de mettre un « tu nous manques », on a le droit de marquer « TNM ». Tu nous manques, voilà, des choses comme ça. Vous arrivez à garder un petit peu d'intimité en 40 mots, à réussir à dire des choses? Oui, alors souvent au début, je parle du concret des enfants. Et puis après, à la fin, je mets un petit mot de tendresse, quoi. Mais bon, après, on sait que c'est lu par par le commandant second, donc son chef, qu'on connaît. Donc on va mettre des choses assez simples, on va pas... Les messages de Marie-Lila sont tous lus avant d'arriver sous l'eau, entre les mains du sous-marinier.
Et quand Pierre reçoit son family... Oui. Capitaine, votre famille? C'est gentil, merci. Rencard. Il n'a que des bonnes nouvelles. Que pour moi, ça. Retranscrites à bord sur une carte postale pour faire plus vrai. Les mauvaises nouvelles, il ne les apprendra qu'à la fin de la mission. S'il devait arriver malheur à Marie-Lila, je pense que je ne l'apprendrai pas tout de suite en tout cas. Le commandant en personne viendrait m'en parler les derniers jours avant le retour à quai. Et dans le cas extrême d'un décès, un faux message est créé de toutes pièces pour ne pas affecter le bon déroulement de la patrouille. Le moral du marin dépend des nouvelles de sa famille, parce que c'est sa famille qui donne sens à tout ce qu'il fait. Si la famille va pas bien, le marin ne va pas bien. Si on veut qu'il y ait un équipage qui tourne, avec un sous-marin qui va bien, qui est dynamique et qui fonctionne avec des gens qui y croient, qui sont de bonne humeur et qui foncent, eh bien, il faut éviter les maladresses. Le moral du marin tient aussi par des petits rituels qui rythment la patrouille. Passé sous la tondeuse de Damien... Moi, c'est parti? Allez. Il doit y avoir pas mal enlevé. Ouais. C'est l'occasion de philosopher sur la vie dans les profondeurs. Dans votre bulle, là, sous l'eau, à 300 mètres, un peu sur notre planète, en quelque sorte, non? Ouais, bah c'est un des bons côtés, justement, parce qu'on est coupé de tout. Quoi. Donc on se retrouve entre nous, on a nos soucis, c'est sûr, ici, mais j'ai des soucis moindres. Quoi. On en apprend sur les autres, mais on en apprend sur soi. Donc après, ça permet justement de se recentrer, à mon avis, sur des valeurs, des vraies valeurs, quoi. Des fois, quand on est chez soi, on va peut-être se dire, tiens, ouais, mon lit commence à être trop petit. Quand on dort pendant 2 mois et demi ici, trop de fois, on se rend compte que le lit était pas mal, quoi. Et même si on voulait en racheter un avant de partir en patrouille, quand on rentre, on est bien content de celui qu'on a, quoi. Ça peut être des choses matérielles, mais ça peut être aussi des choses, alors, je sais pas, juste le bruit des oiseaux, le vent dans les feuilles. La pluie. Des choses auxquelles on ne fait pas attention. Pendant 2 mois, quand vous les avez plus, quand vous revenez, vous le redécouvrez. Au bout de 40 jours sous l'eau, un coup de blues envahit, paraît-il, les sous-mariniers. Oh, voilà, petit Nico. Ils appellent ça le syndrome de J40. Comme quoi, l'homme est sûrement fait pour vivre à la lumière, en surface. La dernière semaine, tous attendent de remonter. Ouais. Nous avons passé seulement 7 jours enfermés. Et déjà, je peux vous dire, on n'était pas mécontents de rentrer. Bon, on est pas bien là? Au moment où vous regardez ce reportage, Pierre et l'équipage du Terrible sont en patrouille, quelque part au fond de l'océan. Et ça, ce n'est pas du cinéma. Voilà pour cette aventure, cette vie à bord, découverte de cet univers. Merci à toute l'équipe. Vos commentaires sur @